remercie. Merci à vous. Raphaël Lugy, bonjour. Bonjour. Philippe Courreau, bonjour. Bonjour. François Burga, bonjour. Bonjour. Retrouvez-nous chaque jour dès midi sur Arabelle pour votre édition de la rédaction. L'édition de la rédaction. Rebonjour à tous, exceptionnellement pas de face-à-face politique aujourd'hui, mais une édition de la rédaction un tout petit peu spéciale en compagnie de celui qui fut à plusieurs reprises notre invité en tant que président de la Ligue des droits de l'homme. Alexis Lassoif est avec nous ce midi, bonjour et merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir, donc 6 ans à la tête de la LDH, votre mandat est terminé. Donc pour faire le bilan de votre mission, il nous faudrait plusieurs émissions, donc on va essayer de faire un petit peu plus court, Alexis. Oui, c'est la fin de mon 3e mandat et règle démocratique, maximum 3 mandats. Et donc je pars à la fin de mon 3e mandat, après 6 années, d'une expérience très enrichissante, très chronophage, bénévole, j'aime bien le souligner, mais avec une formidable équipe de la Ligue des droits de l'homme, de vrais amis, avec cette cause juste qui est la défense des droits humains en Belgique. Alors, on a l'impression que la Ligue des droits de l'homme n'a jamais eu autant de travail ces derniers temps. En tout cas, vous êtes extrêmement médiatisé, un peu malgré vous, en réalité. Oui, c'est parce qu'à la Ligue des droits de l'homme, c'est finalement le président qui incarne la parole publique de la Ligue. Mais derrière cette parole du président, il y a une équipe de permanents, il y a 11 permanents salariés qui travaillent à la Ligue des droits de l'homme. Il y a des bénévoles, plusieurs dizaines de bénévoles qui sont au conseil d'administration, dans des commissions, etc. Et donc, c'est un travail collectif, finalement. Et le président, c'est finalement un peu le rôle de porte-parole aussi. Et donc, on incarne cette parole sur la place publique qui, je pense, au cours des dernières années, au fil des années, et c'est le gage de crédibilité de la Ligue des droits de l'homme par rapport à notre expertise, cette invitation dans les médias, chez vous, ailleurs, qui montre tout ce sérieux et la crédibilité de la Ligue des droits de l'homme dans un contexte où, si à titre personnel, je suis satisfait de voir la place qu'a la Ligue des droits de l'homme comme contre-pouvoir dans cette société, et que donc c'est une belle réussite, c'est très contrasté, mon sentiment, au moment de mon départ, parce que j'ai l'impression que plus que jamais, on a besoin de la Ligue des droits de l'homme et que la situation des droits humains en Belgique, elle est moins bonne qu'à mon arrivée, alors que, franchement, j'aurais pu être entièrement satisfait que si la situation des droits humains en Belgique était meilleure, et ce n'est pas le cas. Alors, on fait la suite de ce bilan. En 6 années à la présidence à la tête de la LDH, quelles ont été, pour vous, en tout cas, vos plus belles expériences, si on peut les appeler comme ça, vos réussites? Alors, quand je suis arrivé à la Ligue il y a 6 ans, cette expertise, c'est une expertise qui date d'avant mon arrivée, qui est construite et qui est toujours présente. Mais je trouvais important de amener la Ligue des droits de l'homme sur le terrain. Et mes plus belles expériences, c'est quand je partageais le combat pour un monde plus juste sur le terrain, lors de grands rassemblements ou lors de petits rassemblements. Et on va souvent sur le terrain d'ailleurs. Où j'essaie chaque fois d'aller pour soutenir des personnes qui se lèvent et qui se battent pour plus de justice, pour leurs droits. Et je trouve qu'une organisation comme la Ligue des droits de l'homme doit pouvoir faire les deux. À la fois cette expertise, des rapports, être auditionné au Parlement, et à la fois être aux côtés de ceux qui se battent pour leur situation. Et ça, je pense que c'était un véritable moteur pendant mes 6 années, c'est de pouvoir sauter sur mon vélo et aller à un rassemblement, montrer qu'on est solidaire, éventuellement prendre la parole si on me le demandait, pour souligner la justesse de combat. Et ces combats pouvaient être très divers. Et je vais épingler une expérience qui m'a fort touché. C'est tout un travail qu'on a mené avec des parents d'enfants polyhandicapés, de grande dépendance, qui inquiets quand leur enfant devient adulte, il y a un manque de place dans les institutions, et donc c'est retour à la maison. Et alors que ça devrait être un problème collectif et qu'on devrait pouvoir prendre en charge ces enfants devenus adultes. Et ces parents ont tout essayé, des sit-ins devant les différents ministères, et puis un jour ils sont venus frapper à la porte de la Ligue des droits de l'homme. On les a écoutés, on leur a dit effectivement ce que vous vivez, c'est une violation de vos droits. Et cet appui de la Ligue des droits de l'homme, ce soutien, ça les a touchés. Et ensemble, on a mené une procédure, une réclamation collective devant le Comité européen des droits sociaux. Et on a obtenu, en 2013, la condamnation de la Belgique pour ce manque de place pour enfants polyhandicapés devenus adultes. Et ça, cette condamnation a vraiment poussé les politiques publiques à investir pour créer plus de places. Et là, c'est vraiment un combat
que la Ligue a menée avec des parents concernés. Ça n'aurait pas été possible, juste la Ligue toute seule. Et donc c'est ce type d'expérience-là, avec des alliances, et on voit dans d'autres domaines d'actualité, où on s'oppose à des lois, par exemple loi visite domiciliaire, on aura l'occasion d'en parler, où en fait on crée ce que j'aime bien appeler des fronts peu communs, où finalement différents acteurs de la société qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble se réunissent, s'unissent, tellement que l'injustice est forte. Et c'est en fait un baromètre que notre société et la politique qui est menée est sur la mauvaise pente, parce que de plus en plus des fronts peu communs se constituent, alors qu'avant, c'était une fois les syndicats qui n'étaient pas d'accord, une fois la Ligue des droits de l'homme, une fois le délégué général aux droits de l'enfant, et de plus en plus maintenant, c'est tout le monde ensemble qui dénonce une situation. Donc la LDH est à la fois sur le terrain et construit des ponts, fait des fronts peu communs, comme vous l'avez dit. Ça, c'est pour vos belles expériences. Quels sont, à contrario, vos pires souvenirs? Il doit y en avoir quand même pas mal. Oui, alors, mes pires souvenirs, c'est d'abord, de manière générale, la situation dans laquelle nous mène notamment le gouvernement actuellement, où on voit qu'une politique d'extrême droite, finalement, est mise en œuvre par des partis démocratiques. Et donc ça, pour moi, ce sera le pire souvenir des 6 années à la présidence de la Ligue. À titre personnel, mes pires souvenirs, je ne peux pas ne pas parler de mon arrestation. Une semaine après les attentats qui ont frappé Bruxelles, je n'aurais pas dû être arrêté. C'était une expérience pas agréable du tout, qui a quand même provoqué du stress, des nuits d'insomnie. Il y a toujours un procès en cours. La justice est lente. J'espère que cette détention arbitraire, cette arrestation arbitraire sera sanctionnée par la justice, parce que et c'est pour ça que la Ligue a déposé plainte, si le président de la Ligue des droits de l'homme est arrêté arbitrairement, ça veut dire que d'autres personnes sont souvent privées de liberté arbitrairement, mais ne peuvent pas déposer plainte après. Alors les menaces de mort notamment, alors les insultes parfois ça lasse, mais quand on est menacé effectivement et que ça pèse aussi sur la famille, les enfants qui s'inquiètent, c'est pas agréable, et c'est aussi inquiétant de ce qu'il y a comme débat dans la société. Et donc voilà, je pense qu'on tire souvent et trop souvent sur le messager plutôt que de répondre sur le fond du message, et c'est l'arme du faible, l'arme du camp d'en face. Alexis de Soif, on a retenu 2 de vos combats. D'abord, au niveau international, on a épinglé votre engagement pour les questions liées au conflit israélo-palestinien, un conflit qui, malheureusement, est loin en tout cas d'avoir trouvé une solution pacifique aujourd'hui. Effectivement, là, c'était plus comme avocat spécialisé en droit international, avec un mandat de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, dont la Ligue des droits de l'homme fait partie, comme 186 autres ligues dans le monde. On avait fait une mission de juriste en 2012, et j'en ai écrit un livre, Israël-Palestine, au cœur de l'étau, 10 jours pour comprendre, où on avait analysé finalement, par l'approche du droit international, toutes les questions difficiles, l'occupation militaire, la colonisation civile, le mur de séparation, la politique d'apartheid, les discriminations, les détenus politiques. Et avec cette conviction, et la conclusion de ce livre, c'est que finalement, c'est par le droit international et le respect du droit international qu'on pourra avancer vers une solution de paix durable, et que ce gouvernement d'extrême droite en Israël risque d'entraîner Israël vers sa perte, parce que c'est une fuite en avant, alors que des solutions sont là pour qu'il puisse y avoir, et de moins en moins de personnes y croient, cette solution de 2 États qui vivent en paix l'un à côté de l'autre. Actuellement, la politique menée par ce gouvernement, qu'on doit pouvoir dénoncer sans être traité d'antisémite, au contraire, on devrait être traité d'amis d'Israël, parce qu'on pointe les dangers qui guettent ce pays. Et donc, c'est vraiment par l'approche du droit international qu'on va pouvoir progresser, et la lutte contre l'impunité, parce que tous les crimes qu'il y a eu, notamment à Gaza, 2009-2014, et maintenant, le crime, c'est l'impunité qui nourrit chaque fois le crime suivant. Si la Cour pénale internationale pouvait vraiment intervenir efficacement et marquer un coup d'arrêt, par exemple, après plomb durci en 2009, après 2014, eh bien peut-être que ce qu'on a observé maintenant, ces massacres à la frontière, à la barrière de séparation, n'auraient pas eu lieu. Et donc c'est vraiment un enjeu primordial de lutter contre l'impunité.
Alors au niveau d'actualité nationale, c'est très dur de cibler un combat, parce que vous étiez sur tous les fronts, il faut le dire. Il y a par exemple le dossier des migrants, le parc Maximilien, on vous a souvent croisé, la question des centres fermés, la question des droits de l'homme confrontés à la politique de lutte contre le terrorisme. On se souvient des mesures qui avaient été prises. On peut dire que vous avez vraiment eu du pain sur la planche au niveau national, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors le gouvernement nous a donné beaucoup de travail, effectivement. Et il y a beaucoup de raisons d'être extrêmement pessimiste, mais sur la fin de mon parcours à la Ligue des droits de l'homme, il y a des événements qui moi, m'ont donné beaucoup d'espoir à titre personnel et qui ont été un véritable moteur. Vous parliez du parc Maximilien, et c'est finalement cette plateforme citoyenne d'hébergement, où finalement des citoyens font le job à la place du gouvernement. Le gouvernement a des obligations internationales en matière d'accueil des migrants, d'hébergement, ne le fait pas, préfère chasser le problème plutôt que de le solutionner, alors que des solutions existent. Dit sous le motto pas de deuxième Calais à Bruxelles, envoie la police et ne solutionne rien. Et ce sont des citoyens qui, un tout petit groupe au départ, vont éviter que des migrants se fassent arrêter au petit matin, et puis quand la police vient le soir, vont les chercher le soir, ouvrent leur domicile, et puis très vite sont dépassés par les événements, et au début ils en logent 10, 15, et puis d'autres citoyens renforcent la plateforme. Aujourd'hui, ce groupe fermé sur Facebook compte plus de 40 000 citoyens, il y a plus de 10 000 hébergeurs, et on tourne autour de 500 hébergements par nuit. Et ça, c'est une terrible leçon d'humanité, ça donne espoir, et c'est une gifle dans la figure du gouvernement dans son ensemble, qui manque à ses obligations, et où des citoyens se lèvent et disent « Not in my name », et nous on veut faire preuve d'humanité. Et je pense que ça va, à l'avenir, se multiplier, où des citoyens se lèvent, parce qu'on va tellement loin dans le déni des droits, dans le déni des libertés, que des citoyens disent finalement « Nous, on n'est pas d'accord, c'est pas cette société-là qu'on veut », et ils prennent les choses en main. Et donc ce n'est qu'un exemple, mais peut-être que... Et je pense que les partis politiques doivent faire attention, parce qu'ils perdent en crédibilité, et ils n'arrivent pas à restaurer la confiance envers les citoyens, et on constate quand même des mouvements citoyens qui émergent. Il faudra peut-être du temps, mais qui sont prêts à peut-être prendre la relève de ce régime dépassé de particratie. Alors on a beaucoup parlé du gouvernement fédéral, et justement au sein de ce gouvernement, j'imagine qu'on doit être bien content de vous voir quitter votre poste. Votre relation avec les cabinets Yambon et Franken notamment n'ont jamais été très amicales, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça va vous manquer tous ces dossiers ? D'abord, je vais décevoir, ils vont être déçus au gouvernement fédéral, parce que la relève est là. Et donc ce sera peut-être pire même encore après moi pour eux. Leur cauchemar va continuer parce que c'est pas une personne, c'est pas parce qu'une personne, je passe juste le flambeau à une autre personne. Et moi j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas de dialogue possible avec ces personnes. Theo Franken a annulé 2 fois un rendez-vous qu'on avait parce que ce qu'on avait fait, ce qu'on avait dit ne lui plaisait pas. Il fouillait le débat. Yann Yambon n'a jamais répondu à nos sollicitations de rendez-vous. Charles Michel, on avait demandé à le rencontrer. À un moment donné, sa collaboratrice a dit « mais envoyez un email, on va vous recevoir, j'attends toujours une réponse ». Et donc, alors que nous, notre volonté, et on peut être extrêmement critique, et c'est notre rôle, mais on a aussi des solutions pour dire « il y a des alternatives à ce que vous mettez en place ». On n'est pas dupe. Votre politique, par exemple, en matière migratoire, quand vous dites « elle est ferme mais humaine », non, elle est inhumaine. Et on peut le dire, et on peut donner des exemples. Et par contre, on peut venir aussi avec des solutions. Pour le parc Maximilien, les migrants de la gare du Nord, il y a des solutions. Mais écoutez-nous, notamment par rapport à l'application du règlement Dublin, que tous les migrants qui demandent l'asile ici sont renvoyés en Italie ou en Grèce, qui croulent sous les demandes d'asile. Il y a des solutions qui pourraient être mises en place et que lui pourrait défendre au niveau européen. Il n'a jamais voulu nous écouter. Et donc, c'est vraiment, je trouve, un problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu entrer en dialogue et partager nos solutions, ne fût-ce que nous écouter, parce que ça commence par là. Et on était toujours ouvert au dialogue. Et vous pensez que c'est une faute de la part du politique de vous avoir un peu négligé au lieu de faire de la LDH un véritable partenaire ? Je pense effectivement parce que sur différents dossiers, ils sont persuadés d'avoir raison, seul contre tous, pas seulement la Ligue des droits de l'homme, mais on peut parler par exemple de l'enfermement des enfants. On s'est battu pendant des années, dans les années 2000, pour mettre fin à l'enfermement des enfants dans les centres fermés, ces prisons pour étrangers sans papier. On a obtenu plusieurs fois que la Belgique soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ce gouvernement veut, après 10 ans, réintroduire les enfants dans les centres fermés en disant il n'y a pas d'alternative. Mais si, il y a des alternatives qui ont fonctionné pendant ces années-là. Donc, c'est vraiment cette
obsession dans le chef du gouvernement d'avoir raison, seul contre tous, et c'est finalement leur tendon d'Achille. Et j'espère que petit à petit, en faisant preuve de pédagogie, c'est ça aussi la mission d'une Ligue des droits de l'homme, c'est d'expliquer. Ça demande un peu plus de temps que la phrase choc du populiste au journal télévisé. Et on sait que Jan Jambon et Theo Franken sont de très bons communicateurs sur ces sujets-là. Mais face aux réponses complexes, aux questions complexes, il faut évidemment des réponses complexes. Faire preuve de pédagogie pour montrer qu'on n'est pas dupe et que la pente dans laquelle il nous entraîne, c'est vraiment mettre en œuvre une politique d'extrême droite pour laquelle, il y a 20 ans, on a dit on ne veut pas de ça, il faut un cordon sanitaire. Et le constat aujourd'hui, il est alarmant de voir que les idées, voire le personnel politique, a passé ce cordon sanitaire. J'aime bien rappeler que Jan Jambon, il a un ADN, il est le cofondateur de la section du Vlaams-Blok à Brascaat en 1988. Peu de gens le savent, mais c'est quelqu'un issu de l'extrême droite. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui au gouvernement, il le montre et il le rappelle trop souvent. Alors parlons un peu de l'actualité. Hier soir, vous étiez à la place Poulart pour un rassemblement en hommage à la petite Maouda, la fillette de 2 ans qui a été tuée dans des circonstances assez dramatiques et troubles, on le sait. Un mot à propos de ce rassemblement, mais également de cette histoire. Mais d'abord, on est tous sous le choc de ce qui est arrivé et de la mort de Maouda et les circonstances. En plus, on est sous le choc de ce qui a suivi. Les circonstances où la petite Maouda transportée, ils ont dû assister en plus en ambulance à l'hôpital. La maman qui n'a pas pu suivre, qui a été menottée, qui a été mise en cellule avec le frère âgé de 4 ans et qui est resté longtemps en cellule, c'est indigne. C'est indigne de la Belgique, c'est indigne de tous les rouages qui sont intervenus, la police, le parquet, tout ça, on a ajouté l'indignité à la honte et au drame qui s'est déroulé. Et en fait, on est sous le choc parce que ça n'aurait jamais dû arriver dans un pays comme la Belgique, ce qui est arrivé, et Maouda aurait dû toujours être en vie. Et alors, on est inquiet. On est inquiet parce qu'on a une police qui a visiblement menti au parquet pour essayer de minimiser ou arranger la vérité. On a un parquet qui a menti à la presse, qui a fait des déclarations tout à fait contradictoires. Et on a la crainte que l'enquête ne va pas aller au bout et que finalement, on va dire que c'est la faute du chauffeur qui a dévié de sa route, qui a été menaçant pour les voitures de police, etc. Et je pense que le problème, c'est que ce drame qui n'aurait pas dû avoir lieu est le résultat d'une politique migratoire où le migrant n'est plus vu comme une personne à protéger avec des droits, mais comme un criminel. Et ça, on ne m'enlèvera pas cette idée-là, parce que si tous les occupants du véhicule ont dû descendre, être tenus en joue par la police, et puis être menottés, en ce compris la maman de Maouda, qui portait Maouda dans les bras, ensanglantée, quand sa fille est partie à l'hôpital, elle a été menottée et mise en cellule, donc considérée comme une criminelle, alors que c'est clair qu'il y a des transporteurs, des trafiquants, et puis il y a des migrants qui cherchent à rejoindre un avenir meilleur, par exemple en Angleterre. Et on doit pouvoir faire le tri. Jan Jambon avait dit la semaine précédente que les actions policières allaient se poursuivre jusqu'à ce que tous les trafiquants d'êtres humains soient éradiqués. Uitgeroeid en néerlandais. C'est un terme extrêmement belliqueux, extrêmement guerrier. Et ici, il a l'occasion et tout le monde est relâché. Les trafiquants aussi. D'abord, tout le monde est mis dans le même sac, criminel, et puis relâché. Et donc, c'est l'illustration de ce qui ne va pas dans cette politique migratoire. Et on a fait le parallèle hier à ce rassemblement avec le drame qui a frappé la Belgique il y a 20 ans, à savoir la mort de Semira Adamou. Et là, de nouveau, ce n'est pas les agents qui ont voulu tuer Semira avec des coussins dans l'avion, mais c'était le résultat d'une politique migratoire, le tout à l'expulsion, avec un ministre qui mettait la pression. Et d'ailleurs un ministre qui a démissionné après, parce que c'était le mécanisme de l'État, c'est cette violence d'État qui était illustrée par ce drame. Ici, c'est le parallèle, c'est évidemment différent, et comparaison n'est pas raison, mais c'est les mêmes circonstances où c'est une politique migratoire menée par l'État, où on criminalise l'étranger, on parle d'illégaux criminels parce
qu'ils ont traversé la frontière, ils ne respectent pas la loi, on met tout le monde dans le même sac, il y a une pression terrible sur les forces de police, et finalement, ce drame-là, il devient finalement prévisible. Alors dans ce dossier, est-ce que vous estimez que des démissions, vous en avez parlé maintenant, sont nécessaires? Est-ce qu'il y a eu des manquements graves au point que certains doivent tout simplement partir? Alors, il y a clairement une responsabilité morale et politique des ministres concernés, Jan Jan Bon, Theo Franken. Mais en 20 ans, la pratique politique a fortement changé. Et des événements qui amenaient une démission il y a 20 ans, ou il y a même moins longtemps, et à l'époque aussi, quand Marc Dutroux s'était évadé, 2 ministres ont démissionné. C'était, entre guillemets, beaucoup moins grave que ce qui s'est passé avec Maouda. 2 ministres avaient démissionné. 20 ans après, on voit que Jan Jan Bon ment ouvertement au Parlement sur des quotas d'arrestation qu'il nie au parc Maximilien, alors que nous avons le PV de police qui établit les quotas d'arrestation, et donc il est pris en flagrant délit de mensonge au Parlement. Moi, à la fac de droit, en première licence, notre prof de droit constitutionnel, c'était le professeur Delperret, qui, il enseignait qu'un ministre qui ment au Parlement, il doit démissionner parce qu'il n'est plus en état de fonctionner, parce que rien ne dit que sur d'autres dossiers, il ne ment pas, et donc le contrôle du Parlement devient impossible. Donc ce que nous enseignait à la fac de droit déjà, c'était aussi à 20 ans ou 25, n'est plus vrai aujourd'hui. Et donc il n'a pas démissionné quand il a été pris en flagrant délit de mensonge. Ça m'étonnerait qu'il démissionne maintenant, mais à un moment donné, il y a le sens de l'honneur. Je crois que dans un pays anglo-saxon, un ministre dans le même cas de figure ne resterait pas en place, et on a d'ailleurs vu la ministre de l'Intérieur au Royaume-Uni démissionner pour une question de quota d'expulsion d'étrangers. Alors Alexis de Soif, parlons un peu plus de vous. Vous l'avez dit auparavant, on ne quitte jamais vraiment la LDH, vous n'êtes plus le président, enfin encore quelques jours, mais vous ne le serez plus, sans vraiment quitter l'institution. Mais sait-on déjà qui reprendra le flambeau de la présidence, et qu'est-ce que vous allez faire de vos journées? Alors, je vais vous faire un scoop. Je ne peux pas vous dire le nom de la personne qui va reprendre le flambeau, mais je peux vous dire que ce sera une femme, et que c'est une excellente chose, et je m'en réjouis. Et en plus, c'est une femme extrêmement compétente, et donc je pars vraiment le cœur léger en disant je passe le flambeau entre de bonnes mains. Ce que je vais faire de mes journées, mais... À part du vélo, bien évidemment. Plein de choses. Je vais d'abord un peu plus investir mon cabinet d'avocat que j'ai fortement délaissé parce que ça me prenait quand même beaucoup de temps. La Ligue des droits de l'homme, je l'ai fait avec passion, mais c'était très chronophage. Et j'ai de plus en plus de dossiers en droit international, on l'a évoqué tout à l'heure, où il y a d'autres pays dans le monde, effectivement, des questions de droits humains se posent. Et je voudrais prendre le temps de... je crois très fort à la justice tout simplement, mais à la justice internationale aussi. Et donc de faire progresser les droits humains par le respect du droit international. Le droit international, c'est une boîte à outils qu'on s'est donnée pour régler les problèmes. Une boîte à outils qu'on s'est donnée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on doit l'utiliser pour résoudre des conflits ou faire progresser les droits humains dans le monde. Et donc voilà, peut-être que je m'investirai davantage au niveau international et toujours le combat pour les droits humains. Alors un mot de la fin, une conclusion pour cet dernier entretien en tant que président de la Ligue des droits de l'homme. Alors vraiment, c'est que le combat pour les droits humains et pour la justice, pour un monde plus juste, il n'est jamais terminé. On croit obtenir une victoire. J'ai pris l'exemple des enfants enfermés. On avait obtenu une victoire. Et 10 ans après, voilà que le problème se repose. Et donc, c'est un combat qui n'est jamais terminé. Donc, il faut continuer. Il faut une vigilance. Et moi, ce qui me rassure, c'est de voir la vitalité de la société civile, de voir ces citoyens qui s'engagent, qui veulent finalement un monde plus juste. Et je pense que face à ces populistes, et dont certains sont au gouvernement, face à ces régressistes, on est beaucoup plus nombreux qu'on ne pense. Et je pense que ça permet d'être plein d'espoir pour justement construire un monde où tout le monde a sa place, l'égalité, un monde de justice. Et je pense qu'ensemble, on peut y arriver si on se mobilise tous, finalement, dans son secteur, dans sa vie. Et ça, c'est le message très fort qu'on peut envoyer au camp adverse. Voilà, c'est la fin de cette émission un peu spéciale aujourd'hui avec notre invité Alexis de Soif. Merci en tout cas d'avoir encore une fois répondu à notre invitation. Merci, avec plaisir. Alexis de Soif, bon vent. 12h40, excellente journée. بسم الله الرحمن الرحيم معكم فتح الله محمد ألقاكم